Bonjour tout le monde. Simplement vous dire que pour le moment, vous êtes 33. On va attendre, il était 58. On va démarrer tranquillement, là, probablement autour de 19 heures, peut-être 19h01. Simplement laisser le temps aux gens d'arriver. Il est 19 heures. On va commencer tranquillement. Simplement en attendant, en fait, là, il est possible que certaines personnes se joignent à nous là, dans les 2 minutes qui vont suivre. On va commencer à peu près comme le début, en fait, c'est-à-dire simplement, normalement, la première chose qu'on fait, c'est se présenter. Je m'appelle Jacques. Je vais être votre présentateur, en fait, là, pour la session d'aujourd'hui. On va parler, en fait, de stratégie d'autogestion, d'isolement, de solitude, évidemment dans le contexte de l'année qu'on vient de passer. On va essayer de regarder, mettre un peu des choses en relief aussi au travers de tout ça. En cours de session, si jamais vous avez des questions par rapport à ce que je suis en train de présenter, la façon dans laquelle peut-être les choses se passent, les différents éléments que vous auriez voulu, dans le fond, ou sur lesquels vous auriez voulu intervenir, je vous invite à utiliser en fait la fonction de questions-réponses pour être capable, dans le fond, de m'adresser les questions qui sont en lien avec les sujets, les différents éléments en fait qu'on va couvrir. Je pense que ça va être la meilleure méthode, là, tout simplement, là, pour être capable de s'assurer, d'un déroulement efficace en considérant la quantité de personnes qui sont présentes, qui écoutent, de un, puis de deux en même temps, pour m'assurer aussi d'être capable de répondre à vos questions pour rendre le plus juste ou le plus adéquat possible pour vous, en fait, là, la présentation d'aujourd'hui. Donc, ceci étant dit, je travaille pour Mot de santé. Je me trouve être, dans le fond, le conférencier. Je fais du soutien, dans le fond, dans les organisations. Je me trouve à avoir étudié en psychologie. Je pense que dans le contexte, ça va être important à savoir. Là, sinon, peut-être ça va avoir l'air un peu étrange tantôt. Donc, c'est une information que je pense qu'il est important de vous donner. Je vais partir avec cette information-là. On va avancer tranquillement. J'ai aussi peut-être le malheur, en fait, d'aller à l'école peut-être un peu trop longtemps. J'ai découvert que les professeurs qui ont lu des diapositives n'ont pas été nécessairement mes meilleurs. Je vais essayer de vous faire la fleur de ne pas vous lire les diapos. Je vais essayer de vous expliquer les diapos. Je vais essayer de vous mettre un peu les paramètres autour. On va se donner des exemples. On va essayer de travailler, dans le fond, au travers des concepts. Évidemment, il y a de l'information qui est présentée. L'information, il y a une partie que je vais passer en relief. Il y a une partie, évidemment, aussi que vous êtes capable de lire là, sans trop de difficultés. Donc, je vais essayer de modifier un peu là, la présentation de sorte à ce que finalement, ce ne soit pas une lecture pour éviter, dans le fond, que ce soit, je dirais, plutôt monotone. On va faire ça comme ça. Donc, je pars avec ça. Ça m'amène au programme. Assez simplement, on va parler évidemment du contexte, avec les effets psychologiques de l'isolement. On va aussi regarder un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi, focusser sur soi comme une priorité. Puis à la fin, dans le fond, peut-être qu'est-ce que c'est prendre soin de soi. Fait qu'on parle d'autogestion. On va essayer de rendre ça un peu pratique aussi. Okay? Donc, on sait qu'en fait, il y a beaucoup d'impact cette année par rapport au contexte. Puis je pense que ce qu'il va falloir faire, en fonction de l'état dans lequel vous êtes, un peu le niveau de fatigue, l'usure, un peu qui est menée par rapport justement à la notion de solitude, d'isolement. Qu'est-ce qu'on fait pour être capable de ramener les morceaux, en fait, là? Donc, on va aller se doter un peu d'éléments à cet égard-là.
Ceci étant dit, les objectifs sont généralement cohérents, évidemment, avec tout ça. Fait que les objectifs de la session vont tout simplement dans la même ligne. On parle d'effets psychologiques, des facteurs. On va parler aussi de façon créative de cultiver des liens parce qu'ultimement, dans le fond, on veut récupérer des morceaux au niveau social. On va aussi aller chercher, dans le fond, des outils, des stratégies pour essayer de se donner un coup de main, en fait, là, pour avoir des bonnes habitudes. C'est un peu ça qu'on va couvrir dans le cadre tout simplement de la session d'une heure aujourd'hui. Maintenant, dans les choses qui sont importantes à couvrir, que je crois sincèrement qui sont affectées, sujets à, une des choses en fait qu'il faut voir, c'est qu'en ce moment, le niveau d'anxiété, là, il est 4 fois plus grand. Okay? Il a monté, c'est des études qu'on a vues, il y a des choses qui augmentent en fait avec l'isolement, avec la pandémie. L'anxiété, ça en fait partie. Je vous mets en relief la notion de dépression aussi. L'année passée, pas à pareille date, mais en 2019, 4 des gens pouvaient se dire en dépression grave. Ça a monté 10-13 %. Okay? Donc, il y a quelque chose dans ça où on a été affecté, puis ce qu'on voit, c'est que vraiment, il y a une augmentation en fait de la détresse de façon générale, en fait, là, tout simplement, qui vient nous affecter un peu tous. La consommation, ici, on parle de dépendance dans ce bloc-là. Essentiellement, ce que je vous dis au niveau alcool, au niveau cannabis, l'idée, il y a eu une augmentation de la consommation pendant la pandémie qui peut être expliquée de toutes sortes de façons possibles et imaginables. Maintenant, quand on met ça en relief avec les notions d'isolement, avec un peu les choses, sans en faire quelque chose de dramatique, l'idée, c'est simplement que c'est un indicateur, en fait. Là. On se cherche des choses à faire, peut-être. Après ça, il y a aussi, dans le fond, un peu de détresse qu'on peut dénoter au travail, peut-être. Après ça, l'idée, ça c'est une statistique qui pour moi est plus grave. Puis malheureusement, je l'ai vu un peu au travers de ma pratique, je l'ai vu dans les mois qui ont précédé, puis un peu au travers si on fait ça, je pense que ça va être un peu moins pire. Donc, pardonnez-moi, je viens de voir un commentaire de quelqu'un qui me dit qu'on voyait beaucoup, en fait, là, simplement. La réflexion dans mes lunettes. Ceci étant dit, je suis en train de vous dire, en fait, les idées de suicide, les idées suicidaires. Écoutez, les statistiques qui sont là, on peut facilement multiplier par 4, en fait, les éléments qui sont présents. Je vous dis simplement, dans les années qui ont précédé, ça fait, je dirais, un peu plus de 10 ans que je travaille en santé mentale au travail. Normalement, il m'arrive de croiser à peu près une personne par année, par 2 ans, qui me mentionne, en fait, là, avoir des idées suicidaires. Ça, c'est dans les, je dirais, 10 dernières années. Quand je regarde juste la section, en fait, qui a précédé Noël, entre septembre et décembre, ça m'est arrivé 3 fois. C'est très, très qualitatif ce que je viens de vous dire, mais en fait, c'est juste un relief ou quelque chose qui va tout simplement en ligne avec les mêmes éléments ou les statistiques qui sont présentes ici. Maintenant, une fois que ça c'est dit, l'idée de solitude, l'idée d'isolement, c'est quand on a l'impression d'être coupé un peu du reste du monde. Quand on se sent, dans le fond, seul, qu'on soit ou pas, dans le fond, entouré. Ça, c'est quelque chose qui est important. Là, en ce moment, des fois, il peut y avoir des gens autour de nous qu'on peut se sentir seul pareil. Puis le sentiment-là, en fait, il peut être objectif ou subjectif, mais on se sent à l'écart. Okay? C'est vraiment la chose la plus importante à comprendre. C'est que l'isolement, en fait, nous affecte dans la mesure où, finalement, on se sent à l'écart, que ce soit réel ou pas, en fait. Que ce soit juste une perception ou que ce soit, dans le fond, un repli sur soi-même, qu'on soit isolé ou pas. Maintenant, cet élément-là qui, à la fin, dans le fond, vient avoir le plus de poids, là, qui est basé sur une perception, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le niveau d'inquiétude, là, on vient coller un peu les deux morceaux ensemble. Là. Le niveau d'inquiétude de 1 à 10, avant la pandémie, 2, 4. Elle a monté, là. Okay? C'est quand même beaucoup, là. Okay? À partir de ce moment-là, cette inquiétude face à l'isolement, la solitude, l'impact que ça peut avoir, dans le fond, on comprend qu'en ce moment, ça l'affecte de plus en plus de gens. Puis la majorité des mesures qui sont mises en place viennent prendre le pouls un peu dans la même direction. Ceci étant dit, dans l'année qui vient de passer, OK?
normalement, quand on parle de bien-être, quand on parle de bien-être global, quand on parle de santé globale, une des choses qu'on voit, c'est qu'on essaie de prendre en considération les éléments de la roue, les 6 dimensions en fait du bien-être qui sont là, qui sont à droite, là, que vous voyez, qui sont la dimension spirituelle, la dimension physique, nutritionnelle, la portion psychologique, émotionnelle, la portion intellectuelle ou la portion sociale. Maintenant, dans l'année, dans les 12 mois qui viennent de passer, j'aurais le goût de vous demander, en fait, laquelle de ces sections-là est peut-être le plus affectée. Posez-vous la question. Est-ce qu'on est capable d'identifier, dans le fond, une de ces sections-là comme étant plus affectée? Je me doute fort probablement qu'avec le sujet, vous voyez en fait la notion sociale, communautaire, mais il est possible que vous ayez laissé aller aussi d'autres sections. Et là, dans le fond, l'idée, c'est que tous ces éléments-là, cette espèce de roue-là, c'est des balances, ça se tient en fait. Donc, on est capable après ça de coller, on est capable de coller les morceaux. L'ensemble de tout ce qui a pu se passer au cours de l'année peut faire en sorte que certains de ces éléments-là peuvent avoir été affectés, beaucoup pour d'autres, de façon spécifique certaines. J'ai des gens qui m'écrivent des informations dans le chat aussi, là, en même temps. Je vois qu'il y a quelqu'un qui m'écrit, ben, ils sont tous affectés, quelqu'un d'autre qui me dit physique. Le poids que ça représente, en fait, puis le comment, en fait, ça va se décliner, va faire en sorte que, normalement, en année sur année, on est plus fatigué, on est en moins bonne santé, en bien-être global, là. On va avoir été creusé un peu. Maintenant, je vais vous le décortiquer d'une certaine façon, puis je vais vous le mettre avec 2 paramètres qui sont différents. On regardera après ça, dans le fond, avec la notion d'isolement, de solitude, dans un instant, un peu qu'est-ce que ça veut dire. OK? Je vous fais ce graphique-là. Vous avez choisi, dans le fond, une direction dans la vie. Vous avez décidé de marcher en fonction de quelque chose que vous avez choisi, vos valeurs, vous avez choisi un emploi, vous êtes dans un environnement X. L'année qui vient de passer, l'année passée, un peu plus d'1 an pareil date, là, je dirais, il y a eu l'arrivée, là je le mets en guillemets, l'arrivée de la COVID. Mais ce que ça a fait, c'est que ça nous a forcé à s'ajuster, ça nous a sorti du chemin qu'on avait choisi. Donc, le premier écart qu'on a vécu, c'est cet écart-là, dans le fond, qui nous a sorti de la traque, du chemin dans lequel on marchait, qui nous semblait évident, en fait, qui est en lien avec un choix qu'on avait fait. De là, après ça, il a fallu qu'on s'adapte, qu'on s'ajuste à une demi ou la moitié de ce qu'on vivait avant. Le premier écart ici, le deuxième ici, c'est des écarts qui sont différents en psychologie. Le premier, c'est de la résistance. Là, on est en résistance au stress. Je ne m'attendais pas à ça. J'absorbe le choc. Le deuxième ici, je m'adapte, je me réajuste pour revenir à un semblant temporaire de le demi-normal. Le problème de l'année, c'est que ça a fait ça comme ça toute l'année. Et on a retrouvé des semblants de normalité comme ça toute l'année. Et ce n'est pas encore fini. Fait que l'état réel dans lequel on est, en fait, l'état de fatigue, et là, on va aussi venir mettre un cadrage avec l'isolement, c'est le cumul de toutes ces petites résistances et adaptations auxquelles on a fait face pour être capable de marcher là où finalement on peut dans le contexte, mais pas nécessairement là où on voudrait. Fait que là, ce que ça fait, c'est que si je tirerais la ligne de ce que vous jugez comme étant une vie normale dans votre contexte, ça, c'est un écart perçu de ce que vous n'avez pas, de ce que vous avez pu, puis qui nous permet peut-être de mal focusser ou de focusser sur quelque chose qu'on voit qu'on n'a pas. Tous les autres écarts cumulés ici, comme ça, ce sont des écarts d'usure de fatigue parce qu'on est en résistance ou en adaptation. Donc, quand je vais cumuler tous ces éléments-là, ce que ça va faire, c'est qu'année sur année, on arrive au printemps. Normalement, on a passé au travail d'hiver, on commence à se refaire des réserves d'énergie, ça va mieux, on commence à retrouver notre entrain. Normalement, on est à 90, peut-être à 100% de l'énergie d'une année standard. Cette année, il y a un déficit là, qui reste. Il y a un déficit d'usure, en fait, là, qui nous amène à quelque part comme 60, 70. Et si vous êtes en haut de ça, je suis content. Ça veut dire que dans le fond, vous avez pris soin de vous en chemin parce que, ou les clashs, les morceaux, vous les avez vécus moins durs pour toutes sortes de raisons. Donc ça, c'est les éléments un peu qu'on a vécu. Et là, ce que ça a fait, c'est que cette usure-là a fait en sorte qu'il y a des morceaux
dans le fond, ici, si je prends ces. Bien, il y a un morceau qu'on a décidé de laisser tomber parce qu'on ne pouvait plus s'en occuper. On n'avait pas l'énergie pour la faire. On était trop fatigué. Il a fallu qu'on focus quelque part ailleurs. Peut-être qu'on en a laissé tomber 2, 3. Peut-être que toute la gang, on les a fait descendre un peu. OK? Maintenant, l'idée, c'est d'être capable de ramener les morceaux un à la fois parce qu'en même temps, c'est un cycle qui tourne. Fait que moins on a d'énergie, moins on s'occupe de nous, moins on s'occupe de nous, moins on a d'énergie. Il faut l'inverser un peu. OK? Maintenant, la notion d'isolement, quand je l'entrecoupe et je vous la mets en graphique, ça va me faire la même chose. OK? Il y a une réalité qui fait en sorte que, dans le fond, malgré les réseaux sociaux, malgré l'ensemble de ce qui se passe, on a des limites, dans le fond, qui nous sont imposées. Je vous mets ça sur une barre, en fait, là, et chaque personne est constituée, dans le fond, dans cette barre-là, d'une proportion, en fait, d'éléments où on aime être avec des gens, où on aime passer du temps avec des gens, où on aime être seul. Cette proportion-là existe pour chaque personne. Un individu X peut décider que ici, si je dis que ça, c'est la portion seule et ça, c'est la portion, dans le fond, avec des gens, donc accompagnés. Ce que ça va faire, c'est que si moi, ce que je veux dans ma vie, sur mon 100 %, c'est passer 30 % de mon temps seul, j'ai besoin de mon temps seul, mais j'ai besoin de temps avec des gens. Mais cette proportion-là, ça convient à ma personnalité, à comment je suis faite. Maintenant, cette proportion-là, elle peut exister n'importe où, je dirais, à peu près de 80-20 dans n'importe quel sens. Fait que je peux être quelqu'un qui a besoin d'être 80 % du temps seul. Je peux être quelqu'un qui a besoin d'être 80 % du temps avec des gens. Et là, dans le fond, on peut jouer, puis c'est n'importe où pour vous, entre ces deux scopes-là. Tout le monde a besoin d'être un peu seul de temps en temps. On a besoin un peu de ça. Puis la majorité des gens ont besoin de voir du monde de temps en temps, minimalement un peu. OK? Ce qui s'est passé cette année, c'est qu'indépendamment de nos caractéristiques individuelles, de ce qu'on a créé comme environnement autour de nous, pour être capable d'être cohérent, dans le fond, avec comment on est. Ce qui s'est passé, c'est que de façon arbitraire, tout le monde s'est ramassé, puis on a transféré une espèce de 30 d'activités, ce qui fait que du moment où on est accompagné, en fait, là, puis on a augmenté la proportion seule. Fait que si dans ma vie, je marchais, et là, je vous inverse le graphique, si je mets la proportion de accompagner seul, regardez ici, je m'en viens, je fais la ligne sur laquelle vous marchiez. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que ça l'a dégradé, ça s'est tassé. L'écart qui s'est tassé comme ça, pour moi, cet écart-là, c'est un écart de stress. C'est un écart d'inconfort. Parce que votre vie telle qu'elle est ne correspond pas à comment vous pensez qu'elle devrait être, comment vous vous sentez et comment vous vivez. C'est là qu'on voit, dans le fond, le stress de l'isolement, puis qu'est-ce qui peut arriver, dans le fond, en termes de solitude, puis comment on se sent, dans le fond, quand cet écart-là, dans le fond, apparaît. Maintenant, quelqu'un qui aime beaucoup être seul, puis que sa vie ne lui permettra pas. On part, puis je vous dis, exemple, supposons, moi, je travaille avec le public, j'adore être seul, je vis une contradiction. Bien, si dans ma vie, moi, j'ai besoin de 70 % de temps seul, puis la réalité, c'est que j'en ai juste 50, même si vous m'en enlevez 30 cette année, je ne me sens pas si mal. Parce que je suis juste peut-être plus en phase avec ce qui se passe. Fait qu'il y a des gens qui s'en sortent bien quand même actuellement. OK? Fait que ça dépend jusqu'à quel point vous étiez en phase avec votre vie. Maintenant, à partir du moment où je vous mets en position de stress, donc je vous étire, je vous mets en clash ou je vous mets en écart. Mais par défaut, la solitude, l'isolement, c'est des facteurs, dans le fond, de risque pour des critères en santé mentale ou des éléments qui vont nous amener vers de la dépression, de l'anxiété, des troubles. On peut parler de stress chronique, pas juste de stress, dans le fond, momentané. D'insomnie. Voir la démence, là, il y a une étude dernièrement qui est sortie. Dans le fond, on parle de l'activité cérébrale, ou de comment le cerveau est affecté, en fait, par. On a besoin des connexions avec les gens pour entretenir notre cerveau aussi. Maintenant, tout ça, quand on le prend, par défaut, en effet, est-ce que ça l'a. Là, je vous dis, on parle de l'isolement qui cause un stress. Donc, c'est l'écart que je vous ai présenté. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, ce que ça fait, quand on est en stress, la cortisol embarque. La cortisol, ce que ça fait, c'est que ça augmente les effets physiques, mentaux, émotionnels indésirables.
À long terme, dans le fond, ça use le système, ça l'empêche de récupérer, ça peut générer des maladies cardiaques, des dysfonctionnements au niveau du cerveau. Ça peut faire toutes sortes d'affaires, la cortisol, à long terme. À court terme, la cortisol, ça a une fonction qui est bénéfique en situation de stress, mais à moyen et à long terme, c'est néfaste. Maintenant, tout ça, quand le niveau de stress, je pense que le critère, c'est ça, c'est qu'il faut qu'il soit élevé. Donc, il faut que le clash, il faut que l'écart pour vous entre la situation actuelle et comment vous vous sentez, il faut que cet écart-là, il ne soit pas minime, mais il faut qu'il soit énorme. Ça, ce serait une situation de stress élevé. À ce moment-là, ce que ça fait, c'est que juste pour être capable de tolérer la situation qui ne nous représente pas, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça nous demande un effort, et cet effort-là, on ne l'a pas pour fonctionner. Donc, ça va générer toutes sortes d'affaires au niveau psychologique, au niveau de la fatigue. Ça va nous amener dans une vision un peu pessimiste de la vie, une attitude qui est un peu différente. Ça va générer ça parce qu'on est en tension. Une fois que ça s'est dit, évidemment, ça prend une clé à ça. Ça a l'air, là, on va essayer de remettre un peu des éléments. Je pars avec l'idée, en fait, que je vous mets en écart. Donc, vous êtes en situation où, que ce soit par l'isolement forcé, que ce soit par le sentiment d'isolement qui est peut-être un peu plus grand que ce que réellement vous avez besoin comme temps, seul ou avec des gens, puis cette espèce de distance-là qui vient de se créer, ce stretch-là, on va falloir l'adresser d'une certaine façon. Maintenant, le stress, on peut toujours le balancer de deux façons. La première, c'est que pour résister au stress, gérer votre stress, fait que si on parle de résistance, la meilleure façon, ça va être de prendre soin de vous. Okay? Ce que je veux, c'est qu'à la fin, si votre système, vous êtes en santé, vous prenez soin de vous, vous êtes plus résistant au stress, le stress vous affecte moins. Ça, c'est la première. La deuxième, à partir du moment où on met la résistance de côté, tous les éléments où l'écart perçu entre la position et ce qui se passe, on est capable de travailler des éléments pour venir le diminuer puis faire en sorte que la perception, là on parlait de objectif versus subjectif, l'objectif, on ne peut pas le changer. Mais le subjectif, on peut le changer. Puis des fois, l'écart, il y a une partie qui est déraisonnable ici, qui est très, très subjective, parce que justement, on est plus fatigué. Parce qu'on est plus fatigué, on a moins de lousse. Parce qu'on a moins de lousse, on en prend moins. Parce qu'on en prend moins, ça s'empile. On devient plus fatigué, on ne se sent plus dépassé. Ça tourne en rond. Okay? Donc, on va essayer de ramener un peu cette portion-là. Puis, normalement, les notions d'autogestion de la santé vont permettre de ramener, en fait, dans les 6 dimensions, des éléments spécifiques. Donc, on va aller voir un peu ce qu'on peut faire avec ça. Maintenant, en termes d'autogestion pure, c'est d'adopter des habitudes qui visent à maintenir ou améliorer la santé et le bien-être de façon générale, de diminuer son stress ou de mieux être capable de faire face au stress. Okay? Fait que là, je vous mets cette petite nuance-là, mais ultimement, c'est que ça, on va travailler sur un des deux niveaux. On va travailler sur un des deux morceaux. Okay? Avant d'aller plus loin dans les diapos, une des choses que je pense qui est important à savoir, et là, je vous fais part en fait d'une étude qui date des années 80, en fait, que la NASA a faite. On peut parler de changement d'habitude, on peut parler de comment est-ce qu'on veut se recadrer, comment est-ce qu'on veut mettre en place peut-être des nouvelles réflexions, des nouvelles habitudes, faire quelque chose en fait avec notre santé. Puis là, là, je vais vous faire une référence. En fait, la majorité des gens ne savent pas, en fait, qu'il y a une base scientifique en arrière. Vous avez peut-être déjà vu ça, dans le fond, sur des réseaux sociaux, quelque chose, un genre de programme, changer votre vie en 21 jours, ou une affaire comme ça, là, ou changer votre attitude en 30 jours, ou modifier telle affaire. Puis là, il y a toujours un chiffre 21 ou 30 qui revient de temps en temps. Là, okay? Des espèces de programmes là, qui existent. Je mets ça de côté. Je ne suis pas à juger les programmes eux-mêmes. Ce que je veux vous dire, c'est que la base scientifique en arrière vient de la NASA dans les années 80. Ce qu'ils ont fait à l'époque, ils ont pris des lunettes qui flippent le monde à l'envers, puis ils ont mis dans le visage des astronautes. Avec un espèce de jeu de miroir. Puis essentiellement, ce que ça a fait, c'est que dans le fond, là, le ciel est rendu par terre, puis le sol est rendu dans les airs. Et ils ont laissé les lunettes dans le visage des astronautes 24 heures sur 24 jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose. À l'époque, la NASA, ce qu'ils voulait vérifier, c'est si les astronautes seraient capables de survivre dans l'espace
avec un déficit au niveau proprioceptif, donc de ne plus être capable d'avoir de repères, puis s'il développerait en fait de la nausée à en devenir dysfonctionnel, exemple, entre autres, ce qui était une idée qu'il avait. Mais ce qui s'est passé, ce n'est pas ce qu'il pensait. Ce qui s'est passé, c'est qu'après 21 jours, les premiers astronautes de la cohorte, en se levant un matin, avec les lunettes qui flippent le monde à l'envers, le monde était redevenu à l'endroit. Les dernières personnes de la cohorte, ça a pris 30 jours. Essentiellement, tout le monde entre 21 et 30 jours avec des lunettes qui changent le monde de côté. Le monde est à l'endroit, puis tu le sais. Ce qui s'est passé, en fait, là, puis là, je vous amène dans cette direction-là parce que ça fait partie d'adopter des nouvelles habitudes. Il faut comprendre cet élément-là en arrière. La plasticité du cerveau. Le cerveau est malléable. Pour rendre l'univers cohérent, ça prend entre 21 et 30 jours pour recartographier des circuits neuronaux pour que ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on est en train de vivre fasse du sens. Autrement dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, on met les lunettes, on a un circuit neuronal qui gère l'univers puis notre vision d'une certaine façon. Avec les lunettes qui flippent le monde, tout à coup, on demande au cerveau de s'ajuster. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il recartographie puis il rebâtit un nouveau circuit neuronal à côté pour dire que ce n'est pas dans l'autre sens qu'il va le monde, c'est dans le sens dans lequel il allait au départ. Donc, on réajuste en rebâtissant, dans le fond, un circuit neuronal. Et là, ce qui est extraordinaire dans ça, c'est que quand tu enlèves les lunettes, il n'arrive rien. Le monde est à l'endroit pareil. Donc, autrement dit, cohabitent en parallèle deux circuits neuronaux, le de base, le deuxième qui vient d'être bâti par cette mécanique-là. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça prend entre 21 et 30 jours créer une nouvelle habitude pour que le cerveau fasse quelque chose qui fait que c'est logique de la maintenir. Avant ça, ça demande un effort et c'est fatigant. Et c'est la raison pour laquelle nos résolutions du début d'année durent quelque part comme 2 semaines. Parce que c'est le temps que le cerveau a besoin. Ça demande un effort, ça demande de l'énergie pour être capable de placer les affaires. Et si on garderait ces habitudes-là ou ces résolutions-là pendant 4 semaines, ce serait plus facile parce que le cerveau les rendrait cohérentes au niveau de sa structure. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue le fait que l'ancien circuit neuronal existe encore, donc le risque de rechute existe pareil. Puis je dis rechute, en fait, de retourner à des anciennes habitudes. Maintenant, pour débâtir un circuit neuronal non utilisé, ça prend 6 mois. Ce que ça veut dire, c'est que si on ne retourne jamais à nos anciennes habitudes pendant 6 mois, après ça, c'est de retourner à nos anciennes habitudes qui va demander un effort, ce qui peut-être est une bonne idée. Fait que je vous dis, on va regarder les habitudes, on va regarder comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa santé, on va aller flirter dans cette direction-là. Ne perdez pas de vue qu'il est plus facile de créer une nouvelle habitude que de se débarrasser d'une ancienne. Il est encore plus facile de modifier une habitude existante que d'en créer une nouvelle. Je vous donne un exemple simple, on va rentrer dans ça bientôt, mais vous prenez du café, vous voulez diminuer le café, ne coupez pas le café. C'est hyper difficile. Je vais vous dire à la place, prenez du thé vert. Donc, on prend l'habitude, on la laisse telle qu'elle. Vous prenez un thé quelconque, ça n'a pas d'importance, mais on prend l'habitude, on la garde telle qu'elle, on la modifie légèrement. Avant qu'elle devienne cohérente, cette nouvelle habitude-là, ça va prendre moins de 21 jours parce que je ne la modifie pas complètement. Maintenant, si je voulais créer une nouvelle habitude, je ne veux pas me débarrasser du café, mais je veux commencer le matin à aller prendre une marche, ça prend entre 21 et 30 jours. Et si je veux juste arrêter une habitude, bien là, c'est un peu plus compliqué parce que dans le fond, l'habitude que je suis en train d'arrêter, si je n'ai pas d'habitude de remplacement, je suis en train de dire à mon cerveau de l'empêcher de faire quelque chose qui fait du sens. Puis il va garder, dans le fond, toujours la possibilité de retourner dans ce chemin-là pendant 6 mois. Donc, c'est beaucoup plus difficile au niveau de la motivation, puis au niveau, dans le fond, du maintien, au niveau mental, de se débarrasser d'une habitude en disant « j'arrête de faire ça complètement ». OK? Là, vous avez au travers un peu des éléments en même temps qui expliquent pourquoi c'est si difficile de créer des nouvelles habitudes. Peut-être facile des fois, peut-être difficile des fois, mais surtout de se débarrasser des affaires. OK? Maintenant, quand on va commencer à prendre soin de soi, OK? Avant d'aller là, on va aller chercher, dans le fond, des éléments de bienfait
à quoi ça sert, dans le fond? Immédiatement, assez facilement, on peut trouver, dans le fond, un meilleur sommeil, un peu plus d'énergie, un peu plus d'efficacité. Ultimement, l'humeur, la capacité à relever des défis quotidiens. Il y a quelque chose dans ça où, à partir du moment où on commence à se sentir mieux, bien, peut-être des petites affaires qu'on trouvait difficiles, on les trouve moins difficiles à ce moment-là. À long terme, ultimement, contre certaines maladies, le renforcement du système immunitaire, énergie accrue, écoutez, je vous relis ça très simplement, dans le fond, à partir du moment où vous descendez votre niveau de stress. Si j'enlève la cortisol, je ne vous ai pas dit ça tantôt, la cortisol, une de ses premières fonctions en situation de stress, c'est qu'elle transforme les protéines en sucre. Concrètement, en situation de stress où il y aurait de l'adrénaline qui embarque, on a besoin de fuel dans le système. On a besoin que le système soit capable d'absorber ce niveau de fonctionnement élevé-là. La façon la plus simple, c'est que la cortisol embarque et d'augmenter le taux de sucre dans le système. Maintenant, on défait des protéines. Les protéines dans votre système, c'est les muscles, le cœur. Et là, ce que ça fait, c'est que les maladies, on s'entend, souvent on a relié les maladies du cœur avec le stress, c'est à cause de ça, en fait. Aussi, la cortisol, à partir du moment où elle embarque, elle est résiduelle dans le système pendant trop longtemps. Ça empêche le système immunitaire d'embarquer dans la nuit, au moment où, dans le fond, le sommeil, lui, vient, dans le fond, compenser pour s'assurer qu'on vient renforcer le système immunitaire. Si la cortisol est là, le système immunitaire, il ne réussit pas à se renforcer par faire son travail. Donc, tout ça mis ensemble, en situation de stress, j'ai moins d'énergie aussi. Ça a des effets à long terme. Mais essentiellement, il y a une partie qu'on peut relier à la cortisol. OK? Une fois que ça s'est dit, là, vous avez mon 21 jours, vous avez des éléments, ça prend une espèce de commitment. Il faut qu'on décide de le faire. Ça nous prend une forme de priorité. Il faut qu'on dise, OK, j'embarque, je veux faire une priorité dans ma vie du fait de prendre soin de moi. Sinon, on ne s'en sortira pas. Fait que, l'autre chose après ça, c'est quand on va rentrer dans les éléments, je vous dis, on ne fera pas des grands changements, il ne faut pas bouleverser notre vie, à moins que le médecin vous dise de le faire. Peut-être que c'est mieux, mais à court terme, moi, d'une perspective de santé globale, je vais vous dire, peut-être des changements qui sont plus faciles à prendre en charge, un à la fois, puis améliorer les choses graduellement. Là, okay? Il y a quelque chose dans ça où on est mieux de faire des petits pas. Maintenant, on va regarder les différents éléments qui sont là. Ce sont les éléments qu'on va couvrir au travers le prochain 30 minutes. Donc, on va parler de la façon de penser, on va parler de nous physiquement, notre esprit, on va parler de réseau de soutien, on va parler de l'aspect social. Après ça, bien évidemment, il y a des notions, il y a des manières créatives en fait de cultiver des relations. Là. On regardera c'est quoi le fondement d'une relation aussi. En psychologie, on peut réfléchir à ça. Là, une relation se définit d'une certaine façon et ce n'est pas que passer du temps avec les gens. Il y a d'autres paramètres autour qu'on peut venir mettre en place, peut-être justement pour aider puis faire en sorte qu'on est capable, en fait, peut-être de ramener des morceaux de ce que c'est. Allons-y dans la façon de penser. Je vais vous demander, en fait, de réfléchir un peu là, en temps d'arrêt. Des pensées négatives influencent la façon de laquelle vous réagissez. Je vais vous donner un exemple, en fait, là, qui est directement relié au stress, mais de façon générale, en fait, après ça, on peut extrapoler pour l'amener dans toutes sortes de contextes, en fait, qui vont perdurer dans le temps. Je vous dis simplement, en fait, là, je vais vous donner cet exemple-là. Vous roulez en voiture, puis vous passez sur une pancarte d'arrêt, vous ne l'avez pas vu, vous ne faites pas votre arrêt. Vous vous en rendez compte, vous êtes rendu en plein milieu de la rue. Votre réflexe normal, en fait, je vois différentes réactions. Là. Il y a des gens qui vont ralentir, ils vont repartir, il y a des gens qui vont faire leur arrêt en plein milieu de la rue, il y a du monde qui vont passer tout droit en disant de toute façon, il est trop tard. Toujours en prenant la perspective que, bon, il n'y a rien arrivé, on n'a tué personne, tout est beau, là, on n'a pas eu d'accident, on n'a juste pas fait notre arrêt. Okay? Maintenant, il y a à peu près ces trois options-là que je peux voir, mais il y a une chose qu'à peu près tout le monde fait, c'est regarder partout autour s'il n'y a pas policier. Et c'est complètement incontrôlable. Vous essayerez d'y penser, là, la majorité des gens vont regarder, puis il y a quelque chose où c'est la pensée qui dérape. Puis je vous dis, c'est la pensée qui dérape, il y a un fondement en dessous qui est très, très humain, en fait, qui est basé un peu sur une valeur. Il n'y a pas personne qui aime ça se faire prendre en défaut. OK? Il n'y a pas personne qui a du plaisir à dire « Ah, je vais me faire prendre en défaut, ça va être le fun. » Donc, quand on fait une erreur, le premier réflexe qu'on a, c'est de se préserver, de se prémunir de cette espèce de sentiment-là.
Ça, c'est une pensée négative qui est incontrôlable. OK? C'est-à-dire que dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça vous met dans un certain état, vous tombez stressé, ça prend une fraction de seconde. Et là, dans le fond, le focus mental s'en va sur y a-t-il un policier? Puis là, à la fin, si vous n'en voyez pas, vous vous rassurez. Je dis, vous vous rassurez. Il y a du monde qui vont rester stressé encore pendant 1 heure après. Il y a du monde qui, 2-3 minutes après, c'est fini, c'est réglé, on passe à d'autres choses. Puis si vous voyez un policier, vous restez stressé, puis ce qui va arriver, c'est qu'il y a une grosse probabilité qui fait en sorte que, tu sais, quand vous allez voir le policier, vous allez, dans le fond, vous préparer un argumentaire mental. OK? Maintenant, c'est des pensées qui sont incontrôlables, qui sont négatives, qui sont basées sur une valeur qui, à la fin, dans le fond, est mise en jeu. Cette année, avec l'isolement, la COVID, il y a des éléments qui ont été mis en jeu dans vos valeurs. Ça vous a forcé dans des pensées négatives. Maintenant, si on décortique ça, je viens de voir, il y a une question, je vais prendre le temps de juste dire à la personne que je vais prendre la question, je vais juste finir mon explication, puis je vais répondre après. Donc, je pars avec ça, vos fameuses valeurs, en fait, qui ont mené ou qui font que vos pensées, dans le fond, dérapent et qui s'en vont dans une direction. Maintenant, de façon raisonnable, là, je reprends l'exemple du policier. C'est complètement incontrôlable, mais c'est aussi déraisonnable. Qu'il y ait un policier ou pas, ça ne change absolument rien sur l'issue de l'histoire que vous regardiez. Parce que quand vous allez avoir passé sur la situation, ce qui va arriver, très simplement, c'est que si un policier, s'il vous a vu, il vous arrête. Si un policier ne vous a pas vu, il ne vous arrête pas. Puis s'il n'y a pas de policier, il ne vous arrête pas. Puis le fait que vous regardiez partout autour ne change absolument rien à l'issue de la situation. Ça n'a aucune incidence sur la suite. Mais vos pensées dérapent et ça vous met dans un état terrible. Et c'est basé sur une valeur qui est remise en question, remise en doute. En ce moment, avec peu importe la raison, l'isolement, la distance, ce qui se passe, les contacts sociaux, le clash, le stress qu'on vit, l'ensemble de la situation, fait en sorte que vos pensées sont plus focusées peut-être au bon endroit parce que j'ai mis certaines de vos valeurs en jeu, certains modes de fonctionnement que vous aviez. Et là, ce que ça fait, c'est que tout à coup, bien, peut-être que dans le fond, ça tourne en rond. Il y a un monologue intérieur. On se sent mal, c'est peut-être pas raisonnable. On ne réagit plus de la bonne façon. Et dans le fond, une fois que ça s'est fait, qu'on l'a compris, mais là, il faut les remettre en question. Fait qu'on va essayer de considérer, dans le fond, des hypothèses, pas des conclusions. Peut-être que c'est peut-être pas sûr qu'est-ce qui se passe. On va voir. Ultimement, il va falloir après ça s'en aller dans l'autocompassion. Soyez bienveillant envers vous-même. Ayez un peu d'autocritique. Pardonnez-vous. Il y a une communauté d'expériences à l'isolement. Il y a plein d'autres affaires. Okay? On a une fenêtre aussi potentiellement pour voir d'autres affaires. En ce moment, il y a plein de gens dans les dernières années où on a vu une espèce de regain, de renouveau de ça, où les gens ont commencé à développer une relation à eux-mêmes. Il me semble qu'on a une magnifique fenêtre pour le faire. Puis quand on ne l'a pas fait, quand on n'a pas été capable de développer de relation à nous-mêmes, mais forcément, quand on se ramasse seul, c'est plus difficile. Je pense qu'il y a différentes autres façons d'y réfléchir. La pleine conscience, on reviendra tantôt, dans le fond, là, on va juste prendre le pouls. Maintenant, je vais prendre un instant, en fait, pour la question qui est posée là. Parents de jeunes enfants, 1-3 ans, balancer mes priorités de bien-être avec la famille qui sont amplifiées en période de pandémie. Mon Dieu, je vis quelque chose d'assez simple. Là, vous ne savez pas ça, je ne vous ai pas donné cette information-là parce que ce n'était pas dans le cadre. J'ai 5 enfants. Je n'ai pas décidé encore si c'est du courage ou de la folie, ceci étant dit. Balancer les priorités, puis la notion elle-même de bien-être, quand on focus en fait sur les pensées. Mon premier réflexe, c'est que ce n'est pas la quantité de temps qui passe, mais c'est la qualité du temps qu'on prend. Okay? Peut-être la première chose qu'il faut savoir, c'est ça. Je veux absolument enlever un morceau. En fait, je veux distinguer peut-être 2 affaires dans la question aussi que je pense qui peuvent être utiles, peut-être pour d'autres. Là. C'est qu'il y a des aspects qui sont techniques à toutes ces affaires-là. Qu'on parle d'enfants ou pas, là, on peut parler de d'autres types d'attentes, on peut parler d'une attente en couple, on peut parler de d'autres morceaux. Là. Maintenant, il y a des affaires qui sont techniques. Je dois être disponible pour, c'est nécessaire, je n'ai pas le choix. Les aspects techniques, généralement, ils sont négociables légèrement.
OK? Ce n'est pas toujours parfait, ce n'est pas dans tous les contextes, mais il y a un peu plus de négociations qu'on peut mettre autour des affaires techniques. De façon générale, la société à l'heure actuelle a un peu plus d'ouverture à comprendre qu'il y a des contextes particuliers. Je ne pense pas qu'il est là le plus gros enjeu pour vrai. Le plus gros enjeu, il est au niveau, en fait, émotif, au niveau des valeurs. Le poids qu'on a réellement dans la vie des gens, il va falloir y réfléchir, peut-être enlever un peu de pression. Moi, je pense que dans le commentaire, il y a peut-être une notion, puis je ne sais pas, d'histoire de parents parfaits, avec un peu le poids qu'on y met, puis que la volonté qu'on veut être là, en fait, pour nos enfants. Je m'en vais ici, dans le fond, là, puis on va en recadrer un petit bout juste pour le bénéfice de la situation, puis après ça, on avance. Je vous dis simplement, en fait, reculez dans le temps au moment où vous étiez enfant, tout le monde. Vous avez construit votre personnalité sur la base de votre enfance. Puis la base de votre enfance, si je vous le demande, vous êtes capable de me dire si vous avez eu une bonne ou une moins bonne enfance. OK? De façon générale. Mais les 20 ans qu'ont constitué votre enfance, il s'en est passé beaucoup des affaires, mais la majorité des affaires se sont inscrites dans une espèce de trame de fond qui est plus ou moins positive, mais qui donne une saveur, dans le fond, à votre enfance. OK? Maintenant, si je vous demande de vous rappeler de votre enfance, vous êtes capable de vous souvenir globalement 5, peut-être 10 éléments significatifs qui ont modelé des moments marquants. Et ces 5-10 éléments-là, dans le fond, ils ont détonné de la trame de fond en positif ou en négatif. Et je suis aussi obligé de vous dire que de façon générale, la probabilité, c'est sur ces 5 10-là, la majorité, peut-être la moitié, mais probablement pas les 10, appartiennent pas à vos parents. C'est un ami, un contexte, un prof, une situation, ça appartient à d'autres mondes. Vous avez forgé votre personnalité sur 2 affaires. La saveur de fond, qui, elle, c'est l'ensemble de comment vous vous êtes senti quand vous avez été élevé, comment on vous a traité globalement. Donc, la culpabilité de bien faire tout le temps comme parent, sortez de là. Assurez-vous que vos enfants ont ce qu'il faut dans un contexte pour être capable de bien s'épanouir, bien s'élever, que vous êtes capable d'en profiter dans une certaine mesure. Il faut sortir un peu de la culpabilité. OK? La partie technique, elle se négocie un peu plus. La partie émotive, des fois, il y en a un bout qu'il faut recadrer. Maintenant, c'est vrai aussi par rapport à l'ensemble de votre contexte. Si je sors de la notion d'enfance, c'est la même, ce genre d'éléments-là, c'est la même affaire pour l'année qu'on vient de passer. L'année qu'on vient de passer, on sait, elle a été plus ou moins positive. Fait que là, la saveur de fond de l'année, elle est plutôt négative. Il y a des gens pour qui c'est moins pire que d'autres. C'est basé sur une perception. Maintenant, de façon générale, on ne se souvient pas de tout ce qui s'est passé dans l'année. On se souvient de quelques éléments qui ont détonné dans notre perception, qui viennent influencer notre réflexion. Ce genre de structure-là va toujours fonctionner sur une échelle de 1-3 ans ou sur une échelle d'une période de vie. Mais je veux absolument que vous compreniez que les émotions qu'on vit dans un contexte et les éléments techniques individuels, c'est rare qu'ils sont réellement cohérents l'un avec les autres. OK? Donc, là, je ne sais pas si ça a répondu assez bien à la question. Je vais avancer. Si jamais il y a d'autres nuances à apporter, vous me le dites. Maintenant, prendre soin de vous physiquement. Il y a des choses là-dedans qui sont assez simples, puis je vous dirais, il y a plein de gens, en fait, que vous pourriez trouver pour être capable de vous parler de ça, en long, en large, en fait, là. J'ai voulu vous donner, en fait, une référence assez simple, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources que vous pourriez trouver. Une ressource assez crédible, en fait, qui répertorie un ensemble d'informations à cet égard-là. Allez voir passeportsanté.net. C'est une ressource gratuite qui existe. Maintenant, une fois que ça c'est dit, je vous dis simplement, faire de l'exercice, on comprend que c'est pour se maintenir en forme. On peut l'amener dans plein de sens, dans toutes sortes de directions. Je pourrais vous l'amener en cardiovasculaire, une demi-heure par jour. Je pourrais vous amener ça dans d'autres directions, faire du yoga, vous assurer d'être physiquement en santé. L'idée, c'est qu'on comprend que de faire de l'exercice, ça permet tout simplement d'assurer que le corps, s'il est en santé, c'est plus facile pour lui de résister au stress, de faire face au stress. Maintenant, je mets ça de côté. Il y a moyen de trouver quelque chose qui vous convient. Vous aimez les choses qui sont un peu plus raides, vous avez le droit, vous aimez les choses qui sont un peu plus soft, c'est parfait aussi. Le but, c'est juste de se mettre en mouvement. OK?
Dormir suffisamment, Oxford en Angleterre, il y a 4 ans, la moyenne, 7 heures, 35 minutes, jamais être malade, basé sur 2000 personnes. Okay? C'est une moyenne. On sait que scientifiquement, on recommande entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit. Je sais qu'il y a des différences individuelles. Il y a des gens qui sont capables de faire un peu d'hypersommeil et qui seraient capables de dormir un 6 heures sans trop affecter leur santé. Il y a des gens qui ont besoin de 10 heures de sommeil par nuit. Je sais ça. Maintenant, la moyenne, puis là, l'étude, en fait, si je me ramène à cette étude-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 2000 personnes, ils leur ont demandé combien d'heures ils dormaient par nuit. Ils ont fait la moyenne sur 1 an, de façon séquentielle. Après ça, la seule chose qui a été validée, c'est est-ce que ces personnes-là, en fait, ont manqué le travail pour maladie. Et à partir du moment où ils ont pris, dans l'échantillon de 2000, ils ont pris tous ceux qui n'avaient jamais manqué le travail pour maladie. Donc, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas attrapé un rhume, mais ils n'ont pas été assez affectés pour. Puis, ils ont fait la moyenne, puis ce que ça donnait, c'est 7h35. OK? Maintenant, je vous dis, il y a toutes sortes de bénéfices à dormir, dont, entre autres, la récupération du cerveau, le système immunitaire, récupérer de l'énergie. Il y a plein d'affaires dans ça. On pourrait passer plusieurs heures juste à parler de comment le sommeil fonctionne, puis de son rôle, puis de ses systèmes de récupération. Je vous dis simplement, on va essayer de se donner un target. Manger sainement, c'est la même chose. On sait que ça a une incidence sur la santé globale. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Je vous dis maintenant que les dernières études qui sont sorties à cet égard tendent à démontrer que la digestion dans votre intestin, avec les bactéries qu'il y a là, donc forcément ce que vous ingérez et la flore intestinale, a une incidence sur la calibration chimique du cerveau. Autrement dit, en fait, avec la digestion dans l'intestin, on peut recalibrer ou déséquilibrer la chimie du cerveau. C'est là où les dernières études nous mènent, parce que dans le fond, ce que sécrètent les bactéries, c'est des composés qui sont collés à comment le cerveau fonctionne, et ainsi de suite. Là. Je vous dis simplement que de manger sainement, il y a tout un équilibrage de santé, mais c'est qu'en fait, au final, ça a aussi une incidence sur le cerveau, la santé mentale et compagnie. Donc, on va essayer ultimement, puis encore une fois, je vous dis, ne changez pas drastiquement votre alimentation, comme tout le reste. Si vous êtes pour faire un changement, faites-en un petit, faites un choix, un petit à la fois, puis allez-y graduellement. OK? On parlait de spiritualité dans la roue tantôt. Je vous dis simplement, en fait, là, il y a deux façons quand on va parler de prendre soin de son esprit. À la fin, là, cette notion-là, il peut y avoir une notion de sens dedans. Pour moi, c'est pas la notion de spiritualité, la notion d'esprit, la notion de sens, ultimement, ça va ensemble dans la mesure où ça fait juste nous mettre dans une position où on est capable de profiter de la situation. Et en même temps, ce que ça fait, c'est que ça donne un sens aux affaires. Okay? Donc, ultimement, ce que je veux, c'est que vous soyez capable de mettre un certain sens à ce qui se passe, même les choses qui ne sont pas nécessairement positives. Okay? Quand on parle de pleine conscience, bien là, oui, on parle de porter son attention intentionnellement sur le moment présent, sur ce qui se passe autour de nous, mais c'est parce que quelque part, cette notion-là, ça fait en sorte que notre focus est apaisé. OK? Je vous parle de focus d'une façon assez simple encore. Je vous dis, votre cerveau, il gère 110 éléments secondes. Sur les 110 éléments secondes qu'il gère, il amène 3 à 5 éléments à votre conscience par seconde. Le reste, il gère sans votre permission. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est lui. OK? Donc, ultimement, ce que ça fait, c'est que ça ici, c'est votre focus. Parce que le reste, il gère sans vous. Je vous donne un exemple super simple. En ce moment, vous êtes probablement assis sur une chaise. La chaise sur laquelle vous êtes assis, vous l'avez oubliée depuis que je vous parle ou dans le contexte dans lequel vous êtes. Mais votre corps, il reçoit le signal nerveux du confort assis sur la chaise parce que les récepteurs fonctionnent encore. Donc, ultimement, votre corps traite l'information puis il ne fait juste pas l'amener à votre conscience parce qu'il n'y a pas de changement de situation. Ce que ça fait, c'est que dans le fond, bien, vous avez oublié que vous êtes assis sur la chaise. Mais ce n'est pas parce que votre corps ne le sait pas, puis ce n'est pas parce que votre cerveau ne le gère pas pour vous. C'est juste parce que ça ne fait pas partie des éléments qui amènent à votre conscience, parce que ça ne fait pas partie de votre focus ou de ce que vous lui demandez. Puis à la fin, le stress, ce n'est pas un stress qui est dans le 110 géré par votre cerveau. C'est un stress qui est conscient parce qu'on focus à des places.
Donc, mentalement, quand on vit du stress, quand on vit un malaise d'isolement, quand on vit un inconfort parce qu'on est en écart par rapport à quelque chose, c'est que notre focus, les 3 à 5 éléments qui occupent nos pensées, s'en vont dans une direction. Puis des fois, ce n'est pas la bonne. Donc, d'être capable de changer la direction de ça, de porter son attention, de mettre son focus ailleurs, ça vient changer un peu l'état de notre esprit. Puis forcément aussi, ça vient faire en sorte que les affaires, ben, peut-être sont moins dérangeantes. Donc, on récupère une partie du sens. Maintenant, il y a toutes sortes d'autres bienfaits à ça. OK? La gratitude en fait partie aussi. On peut focuser à des places. La gratitude, quand on dit être reconnaissant, dans le fond, c'est qu'on fait un focus sur quelque chose de positif. Okay? Donc là, si je fais un focus sans jugement, il n'est ni positif ni négatif, il est en observation. Ici, je fais un focus positif, mais un focus positif sain. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous demander de vous imaginer que vous êtes sur une plage dans le sud. Je suis juste en train de vous dire que tout va pas mal, puis vous pourriez focuser sur ce qui va bien. Donc, ce n'est pas déraisonnable. Okay? Donc, la gratitude, c'est quelque chose qui, comme pratique quotidienne, dans le fond, a démontré beaucoup, beaucoup d'avantages, en fait. Okay? Donc, c'est quelque chose aussi qui fait partie aussi de ramener un peu le sens des affaires. Maintenant, encore une fois, respiration consciente, on respire de façon inconsciente. Vous pourriez juste prendre le temps de contrôler votre respiration, focusser sur votre respiration, respirer de façon consciente. Je vous ai donné la référence tantôt de passeportsanté.net. Vous pourriez aller voir, il y a des balados. Si vous tapez ça, en fait, dans n'importe quel navigateur, là, balado, passeportsanté.net, il y en a des exercices guidés des respirations conscientes qui sont extraordinaires. Ça prend 5 minutes à faire. Ça aide énormément l'état. OK? Se concentrer sur des éléments, donc prendre le temps de se focusser. Maintenant, je vous dis en termes de, là, je vous sors en fait de l'isolement un peu, mais pour être capable de vivre du bonheur en psychologie, un des éléments, c'est une façon de décortiquer le bonheur, un des éléments, c'est qu'il faut que votre focus, votre concentration, elle soit amenée vers quelque chose qui est extérieur à vous, que vous avez l'impression qu'il vous dépasse. Puis à la fin, ce que ça fait, c'est que si ces deux critères-là sont là, okay, donc si votre conscience elle est focusée sur quelque chose d'extérieur, puis vous avez l'impression que cette affaire-là vous dépasse positivement, okay, pas vous êtes dépassé négativement, mais cette chose-là vous dépasse parce que c'est grandiose, vous êtes en train de faire quelque chose pour vous, vous n'arriverez jamais au bout de ça, mais vous avez du plaisir à le faire. Ce que ça fait, c'est que vous perdez la conscience du temps qui passe. Et des fois, ce que ça fait, c'est ça fait déjà 4 heures que je fais ça. Vous étiez en train de vous concentrer à faire je ne sais pas quoi. Et là, je ne sais pas quoi, ça peut être n'importe quoi à lire un livre, jardiner, courir, n'importe quoi qui correspond à les deux paramètres que je viens de vous dire, quelque chose qui est extérieur à vous-même, que vous avez l'impression qu'il vous dépasse, mais positivement, donc que vous allez toujours être capable de vous améliorer ou d'avancer dans cette direction-là. Okay? Ce que ça fait, c'est que votre concentration à ce moment-là, si elle est focusée sur ces deux éléments-là, ça vous met dans une situation que là, la théorie, c'est la situation, c'est le flow. En fait, là, ça vient de Csikszentmihalyi, vivre la psychologie du bonheur. Quand votre focus est au bon endroit, vous êtes dans une situation comme ça, puis vous perdez la conscience du temps qui passe et vous avez l'impression, vous vivez du bonheur, vous êtes heureux. Vous avez perdu la conscience que vous existiez quelque part. OK? Maintenant, prendre soin de son esprit, c'est aussi relâcher les tensions. Défaire un peu les nœuds, on va enlever des affaires. Nos points de focus, des fois, nous mettent en tension. Je vous ai dit, dans le fond, il y a un écart. Puis cet écart-là, ben, dans le fond, quand on focus sur l'écart, c'est juste ça qu'on voit, il faut qu'on ne voit plus le reste. Quand on change notre focus, l'écart, on l'oublie. Et ce qui est extraordinaire en psychologie, vous allez vivre ce que vous allez penser. OK? Donc, ultimement, ben, ce que ça vient faire, c'est que penser à des affaires qui sont à côté, vous le vivez moins. Si vous focussez dessus, vous allez le vivre plus, tout simplement. OK? J'ai un autre commentaire qui est apparu dans le chat. Je vais prendre un peu de temps là, pour le regarder juste après la diapo. Tenir un journal de gratitude aussi, dans le fond, c'est prendre le temps de regarder, voir qu'est-ce qui, dans le fond, va bien quand même. C'est la même chose aussi, il y a rédiger une lettre de gratitude, c'est qu'on prend le temps de regarder et on dit, ben OK, moi, ça, je suis content de ça. Donc, ultimement, on le dit à quelqu'un. OK? Le commentaire.
Ouais, OK. Là, dans le commentaire que la personne a envoyé dans le chat, il y a quelque chose dans ça où le focus, le commentaire est en lien, je vais vous résumer en fait le commentaire, mais le commentaire est en lien avec l'observation du comportement des autres. Dans le contexte de la COVID, avec respect des consignes ou pas, les différentes perceptions que les gens ont de ce qui se passe, puis comment on se positionne face à ça. Maintenant, je vous dis, le temps qu'on passe à y penser, vous êtes en train de penser à quelque chose qui n'est pas la bonne affaire. OK? Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, au contraire, mais ça veut dire que peut-être que le temps que vous utilisez pour faire ça, c'est du temps que vous ne passez pas pour être heureux. Entre les deux, là, je vais tracer une ligne tout le temps entre être conscient de notre environnement général, de la société et de ce qui se passe, puis consommer les médias de façon générale, de façon très, très intense, ça nous met souvent dans une position négative. Puis de l'autre côté, en ne s'occupant pas de rien, ce que ça fait, c'est que ça nous met dans une position qui est plus positive, mais quelque part, ça nous enlève une portion de contact avec la société. Il faut trouver un équilibre entre les deux. On ne peut pas faire juste un ou juste l'autre. OK? Et là, ce que ça va faire, c'est que des fois, il faut aller prendre le pouls un peu de ce qui se passe dans la société, puis où ça se peut que ça nous mette dans une perspective un peu négative. Mais il faut sortir de là aussi, puis être capable d'aller vivre notre quotidien, parce que sinon, de manière, ça ne marche plus. OK? Il va falloir trouver une espèce d'équilibrage. J'ai le goût de vous dire que je pense que l'idéal, ce serait de passer à peu près 75% du temps ici, puis 25% du temps ici pour rester au courant de ce qui se passe, puis conscient de ce qui se passe. Maintenant, une fois que ça s'est dit, dans votre quotidien, prenez soin de vous. Ne focussez pas sur ce qui va mal. Il y a une affaire comme ça. OK? Maintenant, le réseau de soutien, OK? Puis garder le contact avec les gens. Là, dans le contexte, on comprend qu'il y a des choses, dans le fond, qui sont plus possibles. Maintenant, il y a des choses qui sont encore possibles. Tout l'ensemble de la diapo, moi, je vais vous résumer une relation en deux affaires. Une relation, c'est prendre du temps avec quelqu'un d'autre, mais surtout d'être disponible pour l'autre personne. Et là, ce que je viens de vous dire, ces deux paramètres-là, c'est ce qui constitue une relation de qualité. Maintenant, une relation de qualité n'a pas nécessairement besoin que je voie la personne physiquement. Mais ça nécessite que je prenne du temps avec la personne. Donc, avec, ça peut être au téléphone, ça peut être en vidéoconférence, ça peut être en échange de temps en temps. Mais c'est de prendre du temps avec la personne. Puis après ça, le deuxième, c'est vraiment, comme je viens de vous dire, en fait, d'être présent pour et disponible pour l'autre. Et si les deux font ça, ce que ça fait, c'est que là, tout à coup, on a une relation de qualité. Maintenant, l'ensemble des éléments qui sont dans ça ici, on comprend que être présent avec la personne, ce n'est pas pareil en personne que vidéo, mais ultimement, on est capable d'en récupérer des morceaux. Là, okay? Ce que ça va faire, c'est que ben là, ici, c'est pour. Okay? Là, on est dans le. Puis après ça, dans l'échange, il y a le avec, ici, il y a le pour. Allez chercher les morceaux qui sont comme ça. Okay? Peut-être prendre contact avec quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris contact. On oublie, on tombe dans des routines, on s'encrasse un peu. Okay? Maintenant, de façon un peu plus créative, assez simple, ben, ce que ça fait, c'est, je vais vous dire, ben, on a vu ça se dessiner, là, des jeux de société virtuels, des repas virtuels. C'est pas pareil à 100%, mais c'est mieux que rien. Et surtout, en fait, c'est que ça correspond à un des critères que je viens de vous dire. C'est qu'on prend du temps avec, puis potentiellement, mais, on peut après ça aussi prendre du temps un peu pour. Okay? Même si je sais que cette distance-là, il manque, puis il y a des gens qui, je sais qu'ils en ont besoin, il manque une notion de chaleur, peut-être, dans le contexte. Okay? Maintenant, on est quand même capable de la compenser légèrement, mais je ne vous dirai pas que c'est parfait, ce serait faux. Mais on peut récupérer dans les deux portions des éléments quand même. OK? À la fin, des fois, dans les relations, échanger des choses d'humour, ça nous permet de passer un bon moment. Moi, on peut avoir l'impression d'être vraiment immergé dans une relation, même si elle est à distance, si on est sur... Là, je vais vous dire ça, c'est peut-être un peu grossier, mais des fois, en échange, exemple, supposons sur des messages textes, on peut être sur un même vibe, puis s'échanger des folies.
puis à un moment donné, on rit en éclat, puis la personne n'est pas là, mais on a l'impression qu'elle est à côté. Il y a moyen d'aller chercher des morceaux comme ça. OK? Ultimement, d'échanger des idées, si on est capable de le faire. Puis là, ben, la dernière portion, c'est le plus proche qu'on peut se rapprocher de voir les gens, mais toujours en gardant une distance pour que ça réponde aux critères en fait, qui sont demandés en fait, de façon générale par les autorités. OK? Maintenant, une fois que ça c'est dit, si on est capable de mettre des éléments comme ça en place en respectant les critères, c'est correct. Mais à partir du moment où, dans le fond, les choses sont faites sainement, ça va. OK? Mais je vous dis, on respecte les critères, puis après ça, bon, on récupère ce qu'on peut. Il reste très peu de diapos. Il reste à vous, OK, de prendre soin de vous, de vous engager à le faire. Je vous ai dit, il faut persévérer, mais ultimement, il faut persévérer au départ 21, 30 jours. Faites une petite chose. Prenez-en une, n'importe laquelle. Appelez un ami à chaque soir, un ami différent. Préparez-vous, je ne sais pas, un repas différent. Modifiez une habitude alimentaire. Peut-être ajouter un élément, dans le fond, pour prendre soin de vous, qui est un élément de sport. Un peu de yoga, je ne sais pas quoi. Là. Il y a toutes sortes d'éléments qu'on peut mettre en place. Structurer les affaires autour pour que ça ait lieu, s'organiser pour que ça fonctionne. Et si vous manquez votre coup une fois, soyez indulgent. Mais recommencez pareil. Ça va me prendre les deux morceaux. OK? Maintenant, stratégie, activité d'autogestion, votre santé, on parle d'intégrer dans le quotidien pour lutter contre l'usure. Dans le fond, c'est un petit peu à chaque jour. OK? Puis tranquillement, pas vite, on se ramène. Puis là, on part, on en met une, on la tient. Après ça, on peut peut-être en changer une autre, on la tient. Puis on se ramène tranquillement, pas vite. OK? Ces habitudes-là, on ne les perdra pas. OK? Tout simplement. Il reste le résumé. Avant de tomber dans le résumé, je tiens à vous dire que vous avez la possibilité d'avoir accès à Espace Mieux-être Canada, qui est un portail, en fait, dont Au mot de santé est un fier partenaire. Je vous dis simplement, dans le fond, si vous avez besoin en fait, de soutien, c'est possible de passer par là pour être capable d'avoir un soutien au niveau psychologique, peut-être des réflexions, cadrer un peu les enfants. OK? Donc, ça, c'est une ressource qui existe. Gênez-vous pas pour l'utiliser si jamais c'est le cas. OK? Il reste le résumé. Une fois que ça c'est dit, ça fait 1 heure, il est 8 heures. J'espère avoir pris le temps de bien passer au travers, bien répondre à vos questions. En fait, les quelques questions que j'ai vues apparaître. Je vais vous dire, prenez soin de vous à ce stade-ci. Faites quelque chose, en fait, qui compte. Ramenez un peu de sens dans tout ça. Donc, une fois que ça c'est dit, je vais vous souhaiter une magnifique fin de soirée. Ça m'a fait plaisir de passer cette soirée-là avec vous. J'espère que vous avez passé une belle heure, puis j'espère que vous allez être capable ou en mesure, que ça vous a aidé de faire quelque chose avec cette heure-là. En vous souhaitant une bonne soirée. Donc, je laisse une minute. Dans une minute, je vais laisser un peu le chat. Là. Dans une minute, je vais fermer et on va terminer la session. Il y a quelques questions qui me sont apparues pour la présentation. Je vais voir en fait avec la personne responsable d'un mot de santé en fonction de la question là, qui vient d'apparaître pour m'assurer les quelques questions qui sont là, qui sont en suspens. Je vous souhaite une magnifique soirée.